200 000 femmes concernées chaque année dans notre pays. On parle des fausses couches aujourd'hui. C'est une grossesse sur 4 qui se termine par cet événement qui a lieu le plus souvent au cours du premier trimestre de la grossesse. Les experts estiment qu'une femme sur 10 en a déjà souffert et près de 2% en auraient subi 2 ou plus. Et au-delà de 3, on parle de fausses couches à répétition. À quoi sont dus ces accidents de grossesse? Augmentent-ils avec l'âge? Est-ce que le père peut être en cause? Et quelle prise en charge propose-t-on à ces femmes? Prise en charge médicale, bien sûr, qui varie selon le stade de la grossesse, mais aussi prise en charge psychologique, car même si la fausse couche a été longtemps banalisée, on mesure aujourd'hui l'impact que cela peut avoir dans la vie d'une femme, d'un homme et d'un couple. Pour répondre à toutes ces questions, mon invité est le docteur Amina Yamnian. Amina Yamnian, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes gynécologue obstétricienne, fondatrice en 2016 de la Clinique des femmes à Paris et auteure d'un livre absolument passionnant, Prendre soin des femmes pour en finir avec les violences gynécologiques, qui est paru chez Flammarion. Et je voudrais justement qu'on s'arrête sur cette question avant de parler fausses couches. C'est une longue réflexion en fait qui vous a amené à créer cette Clinique des femmes et à rédiger ce livre, dont je le disais, passionnant. Vous dites que vous-même, vous avez été maltraitante dans l'exercice de votre profession, c'est-à-dire vous étiez maltraitante comment? Malgré moi. Et j'ai été maltraitante parce que je suis issue d'une génération de médecins où on nous a appris l'organe et la maladie et que c'était une médecine, on va dire, très biomécanique, où tenir en compte l'individu dans son environnement, sa famille, ça ne faisait absolument pas partie de l'ADN. Et quand on pratique une médecine comme ça, elle est certes extrêmement efficace. Je pense que grâce à ça, on a fait d'énormes progrès sur le plan technologique, mais elle laisse sur le bas-côté l'individu autour du vécu, de est-ce que les soins prennent sens pour lui, vers quoi on va aller, comment est-ce que le patient fait là-dedans si jamais les soins ne lui conviennent pas. Et donc, comme on n'en tenait pas compte, on a été malgré nous très maltraitant pour les patients. Alors, dans le cadre de la gynéco-obstétrique, cette affaire a vraiment pris forme au tournant de l'année 2017 avec les dénonciations sûr, autour avec les des plaintes. violences gynécologiques et obstétricales, qui s'appellent comme ça, qui suscitent un énorme débat parmi les professionnels. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi de me positionner de la façon suivante, c'est que si les femmes viennent nous reprocher ça, alors que globalement, nous tentons et nous faisons du mieux que nous pouvons notre travail, c'est qu'il y a matière à réfléchir et à discuter. Est-ce qu'on mesure les conséquences de ces maltraitances aujourd'hui? Alors, on les mesure en effet beaucoup mieux. Ces phénomènes-là commencent à être étudiés. Donc, en fait, ce qu'on repère, c'est que d'abord, les patientes qui ont eu un vécu traumatique de l'accouchement ont la peur de l'accouchement suivant. Ce sont beaucoup des femmes qui fuient les maternités et c'est elles qui composent le gros des cohortes des patientes qui souhaitent, par exemple, accoucher à domicile. Ça, c'est un premier point. Dans les soins en gynécologie, on voit que ce sont des patientes qui peuvent renoncer aux soins. On voit des patientes qui arrivent en disant « Docteur, vous allez me disputer, ça fait 7 ans, 10 ans, 15 ans que je n'ai pas vu un gynécologue. » Avant, puisque j'étais assez con pour ça, je disais aux femmes « Ah bah en effet, c'est bien malin. » Maintenant, je dis aux patientes « Pourquoi ?» Et alors, c'est systématique, elles disent parce que. Et alors, il y a deux parce que. Il y a parce que j'ai rencontré un confrère à vous, une sage-femme, une consulte, une chirurgie, un service d'urgence, une salle d'accouchement, et des patientes aussi qui peuvent s'ouvrir des violences sexuelles qu'elles ont subies. Ça, c'est l'autre point. 20% des femmes subissent des violences sexuelles. Et c'est la plupart du temps pendant l'enfance et l'adolescence, ces femmes deviennent adultes et pour elles, aller chez le gynécologue, c'est quand même une sacrée aventure. Et tout ça, on n'avait pas appris, on n'avait pas mesuré, on n'avait pas idée. Et donc, c'est vrai qu'on allait, j'allais dire, tout spéculum en avant chez ces patientes sans aucune délicatesse, sans tenir compte, encore une fois, de leur histoire, de leur parcours. Et évidemment qu'elles peuvent le vivre comme quelque chose de violent. Et après, on a un autre problème qui est le tabou absolu, c'est que parmi nous, dans la profession, nous hébergeons quelques professionnels de la prédation. Nous hébergeons des délinquants et que, pareil, on est resté très englué dans ce tabou, cette méconnaissance, bercé par l'idée que si on est médecin, on ne se réveille pas le matin pour faire du mal. En fait, non, il faut s'inscrire en faux contre cette affirmation qui est démontrée comme fausse. Les États-Unis, le Canada, qui maintiennent leurs statistiques de manière beaucoup plus rigoureuse que nous sur cette question, démontrent que quand même, par exemple, aux États-Unis, c'est 9 professionnels tous les 10
000 professionnels sont condamnés pour des faits de violence dans l'exercice des soins. Et donc, on a quand même, il y a divers champs autour de cette D'accord. question des violences, mais en tout cas, il va bien falloir qu'on s'en occupe. Concernant les fausses couches, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y avait de la maltraitance psychologique, en tout cas en banalisant cet événement, même quand il se répétait ou qu'il était tardif, ce qui quand même paraissait assez logique que ça puisse créer un traumatisme. C'était aussi de la maltraitance, ça? Ben oui, c'est maltraitant de ne pas s'occuper de la souffrance d'une femme dont la grossesse s'arrête. Alors on avait une espèce d'intuition que si la grossesse s'arrête tard, la femme avait le droit à beaucoup d'égards et que quand la grossesse s'arrêtait tôt, précisément, vous avez rappelé les chiffres parce que c'est relativement fréquent et banal, parce que la sélection dans le règne humain, elle est très importante et donc il y a beaucoup de grossesses qui s'arrêtent au démarrage. Bon, eh ben, tu auras d'autres enfants, tu feras des enfants, t'inquiète pas, tout le monde est passé par là, sans tenir compte effectivement du fait que ça peut être vécu de manière plus ou moins traumatique selon les femmes. Bon, il y a des femmes pour qui l'arrêt de grossesse n'a pas du tout été un traumatisme et on a aussi à la respecter et pas non plus partir dans les Bien sûr, tours, hein, dans les soins, mais il s'agit d'être, en fait, d'écouter. d'écouter. Voilà. Et ça, c'est bien à la fois la richesse et la difficulté de notre métier, c'est qu'il faut être ajusté pour chaque patiente à chaque consultation. Est-ce que quand même, justement, on revient tout de suite aux fausses couches, mais est-ce que honnêtement, vous avez l'impression que la jeune génération agit différemment? Ouais. Moi, j'ai beaucoup de foi, hein, dans la génération qui nous suit parce que ce sont des médecins qui sont ouverts, qui ont lu ces questions, qui bénéficient d'un accès à la littérature scientifique là-dessus, qui sont engagés dans cette question et qui mettent ça en œuvre tous les jours dans les soins. Alors bien sûr, ça reste qu'on peut toujours se parfaire, mais on voit bien quand même, enfin en tout cas moi quand je compare mes collègues qui ont 30 ans et fraîchement sortis et où moi j'en étais quand j'avais leur âge, franchement, il n'y a pas photo. Vaut mieux être soigné par eux que par moi, hein, ça. Restons donc sur les fausses couches. On va parler bien sûr prise en charge médicale et psychologique, mais déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est une fausse couche? Alors, donc, ce qu'on appelle une fausse couche, qui est à mon avis très mal nommée parce que c'est une vraie couche, si je Mhm. puis dire. Donc, ce sont des grossesses qui s'arrêtent et on a l'habitude de parler fausse couche pour des grossesses qui s'arrêtent précocement, c'est-à-dire en général plutôt au premier trimestre, durant les 3 premiers mois de grossesse. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, la sélection naturelle dans le règne humain est telle que les arrêts de grossesse au premier trimestre sont assez fréquents. Plus ou moins la moitié du contingent, si pas plus, c'est en lien avec des anomalies On va y chromosomiques. revenir sur les causes. Voilà. Et en fait, le cœur de l'embryon s'arrête de battre et du coup, la grossesse n'évolue plus. Et il y a aussi d'autres causes. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est accompagné ou pas de saignement. Et à un moment donné, de toute façon, la grossesse sera expulsée. Et ça aussi, on ne sait pas très bien quand. Les délais sont très variables d'une femme à l'autre. Alors, différents stades, on l'a dit, hein, il y a le stade vraiment précoce. Ouais. Ensuite, il y a des stades après 3 mois de grossesse. On parle de grossesse tardive, de fausse couche tardive, c'est bien ça? Exactement. Alors, et du coup, c'est ça quand je dis qu'on a fait une médecine biomécanique, ça c'est la façon dont nous, les gynécologues obstétriciens, on dichotomise les choses. On considère que au-delà du premier trimestre, c'est une fausse couche tardive. En général, on a fait cette distinguo parce que en général, les causes sont relativement différentes des fausses couches qui sont plus précoces. La question, c'est comment la femme, elle se situe dans cette affaire. Est-ce que si, au motif que c'était précoce ou au motif que c'est plus tardif, c'était plus ou moins douloureux pour elle? La question, c'est que chaque femme va nous dire. Les signes, vous avez parlé effectivement, il peut y avoir des saignements, il peut y avoir des douleurs, et puis il peut y avoir aucun signe, d'abord si c'est très précoce, et puis ça peut être simplement révélé lors d'une échographie. Exactement. Une très grande majorité des grossesses arrêtées sont des diagnostics posés par les échographistes ou les gynécologues au moment d'une échographie systématique. En effet, Alors que la femme ne se doute de rien, en fait. peut parfaitement se douter de rien du tout. Ouais. Alors on imagine bien que selon le stade où cette fausse couche survient, la prise en charge est différente. On voit ça tout de suite. Carnet de santé est consacré aujourd'hui à la fausse couche, un événement loin d'être rare qui peut se répéter dans la vie des femmes. On parle des causes et de la prise en charge avec Amina Yamnian, qui est gynécologue obstétricienne, fondatrice de la Clinique des femmes à Paris. On revient donc sur ces causes. Vous le disiez, les anomalies chromosomiques sont fréquentes, sont fréquemment cause de fausse couche et finalement presque heureusement. Voilà, exactement, parce que c'est les gens qui disent que la nature est bonne s'appuient là-dessus, effectivement. Donc, quand il y a
un embryon humain est porteur d'anomalies chromosomiques, en général, sa survie est extrêmement limitée. Il existe peu d'anomalies chromosomiques qui permettent à un embryon d'évoluer. La principale d'entre elles est la trisomie 21, mais les autres anomalies chromosomiques augmentent fortement la mortalité, et y compris déjà dès l'embryon et le fœtus. Et donc, euh, évidemment, quand on est dans une société comme la nôtre où nous faisons nos enfants de plus en plus tard, on se coltine un autre problème, c'est que les ovocytes des femmes, ils sont figés pendant leur propre vie fœtale. Donc nos ovocytes, ils ont notre âge. Et donc une femme qui a 39 ans et qui se présente avec une grossesse, elle a fait sa grossesse avec un ovocyte qui est âgé de 39 ans et demi. Et comme c'est du matériel génétique instable, les erreurs génétiques sont assez nombreuses au moment de la fécondation. Et donc, plus on est âgé, plus le taux d'anomalie chromosomique est élevé. Alors, autre cause, des malformations de l'utérus, des troubles hormonaux, des troubles de l'ovulation, tout ça se Voilà. voit fréquemment? Donc, alors, les malformations de l'utérus, c'est des anomalies qui sont extrêmement rares, mais qui effectivement peuvent empêcher l'implantation correcte d'un œuf et son évolution, et qui peut générer des grossesses arrêtées. En effet, un certain nombre de déséquilibres hormonaux, avec en particulier un taux de progestérone en début de grossesse qui est insuffisant, avec ce qu'on appelle le corps jaune, c'est lui qui produit notre progestérone naturelle, qui serait défaillant. Les femmes peuvent se retrouver avec en effet des grossesses arrêtées. Et puis il y a également aussi des causes immunologiques. Alors, il reste un grand mystère chez les êtres humains, C'est c'est pourquoi on tolère finalement pour un fœtus qui ouais, n'est qu'à moitié le à soi? exactement, sur le plan immunologique, et C'est on a quasi la greffe d'une moitié d'organe, quoi. exactement. Et on n'a toujours pas réglé cette question sur le plan de la connaissance. Et donc, on n'a pas compris comment se fait-il qu'une femme, le système immunitaire d'une femme ne considère pas son fœtus comme étant un individu qui est à éliminer, puisqu'on ne peut pas normalement, grâce à notre système immunitaire, admettre les cellules de qui que ce soit d'autre parmi les nôtres. Et donc, ça reste un mystère. Et un certain nombre d'observations permettent de postuler que peut-être chez des femmes en particulier qui font des fausses couches à répétition, vous avez dit 3 ou plus, et des femmes qui font 9, 15 grossesses arrêtées, peut-être qu'elles ont un système immunitaire qui ne fonctionne pas correctement. Voilà. Alors vous avez cité l'âge de la mère comme facteur de risque, comme une mauvaise hygiène de vie, la consommation excessive de café, d'alcool, le tabagisme, le travail de nuit qui est aussi un facteur de risque, l'obésité maternelle également. Mais parfois, c'est l'homme qui est en cause dans ces fausses couches. Aussi, parce que Son âge notamment? Pas. alors, le taux de grossesse arrêtée n'augmente pas avec l'âge Mhm. du père, mais par contre, il y a des anomalies pareilles, chromosomiques, au niveau des spermatozoïdes, qui peuvent engendrer des embryons qui sont porteurs de malformations, et qui font que, effectivement, les femmes peuvent présenter des grossesses arrêtées plus souvent qu'à leur tour. Ouais. Alors, évidemment, ces causes devront être cherchées si les fausses couches se répètent. À partir de quand, finalement, on fait un vrai bilan médical pour essayer de comprendre l'origine de ces accidents? J'imagine pas à la première fausse couche. Non, parce que étant donné la fréquence, encore une fois, de cet accident dans le règne humain, on ne va pas aller commencer à faire des bilans chez des femmes qui font un arrêt de grossesse. En revanche, la faculté de médecine nous enseigne que on fait des bilans impérativement à partir de la troisième fausse Mhm. couche. En réalité, on voit bien que les femmes, là, désormais très informées, les couples dans des recherches de faire des enfants qui sont maintenant, somme toute, désirés, choisis, la date est voulue et tout ça, au-delà de 2 fausses couches, on a bien du mal à faire entendre aux parents qu'on ne va rien faire. Et d'un certain point de vue, pour moi qui suis très préoccupée quand même par la sécurité émotionnelle des familles, je pense qu'en effet, à partir de la 2e fausse couche, c'est un peu, entre guillemets, «vachard» de dire à la dame: «Écoutez, voyons donc si vous n'en faites pas une 3e pour vous catégoriser dans le groupe des femmes qui relèvent du bilan de fausses couches à répétition avant de se lancer», parce que c'est quand même augmenter le degré de souffrance des Bien femmes sûr. de manière assez importante. Alors évidemment, quand on pratique comme ça, du coup, les bilans de fausses couches reviennent plus souvent Mhm. normaux, Bien sûr. évidemment. Mais voilà, en tout cas, moi, j'amène cette discussion sur la table avec les parents en disant: est-ce que vous vous sentez de vous relancer sans qu'on fasse Mhm. rien, ou est-ce que vous préférez qu'on fasse un bilan? Parce que, encore une fois, je laisse aussi les parents choisir comment ils se situent. Il y a des parents qui sont les plus rares, hein, et qui Mhm. disent: non, non, mais là, ça va, on essaye encore une fois, on verra bien. Bon, très bien. Et la plupart des parents choisissent quand même de pouvoir bénéficier d'un bilan. J'ai oublié une cause. Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont à l'origine de fausses couches?
Alors, il y a des médicaments qui peuvent engendrer des grossesses arrêtées, mais ils sont extrêmement rares, hein, c'est vraiment, rarissime. Bon, il y en a un qui est quand même, extrêmement connu, il est utilisé pour ça, c'est, la famille des prostaglandines qui Mmh. déclenchent des fausses couches et qu'on utilise comme telles d'ailleurs, à cet égard. Mais parmi les médicaments qu'on utilise en routine Mmh. et dont une femme pourrait ne pas faire attention de l'avoir pris alors qu'elle est enceinte, il y en a C'est pas pas des médicaments qui génèrent des fausses couches dans cette Alors évidemment, avant catégorie. de rechercher les causes, il faut agir pour prendre en charge ces femmes qui saignent, qui souffrent ou quand une échographie de grossesse révèle un arrêt de vie de l'embryon ou du fœtus. Alors on l'a dit souvent, les fausses couches passent inaperçues parce qu'elles surviennent alors même que la femme ne savait pas qu'elle était enceinte. Là, l'œuf va s'évacuer de lui-même. On ne se rendra même pas compte qu'il y a eu finalement une fausse couche. Exactement. Dans les autres cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut toujours opérer ou on peut donner simplement un médicament? Ouais, on ne doit pas toujours opérer. On peut donner un médicament, qui donc déclenche, la Donc fausse c'est la couche. C'est ce que j'ai prostaglandine. et voilà, ce sont les prostaglandines et ça permet une prise en charge qui est «plus légère» entre guillemets, qui ne suppose pas d'hospitalisation. On peut les utiliser comme ça jusqu'à un certain terme, à C'est-à-dire? peu près 9 semaines d'aménorrhée. Mmh. Ça paraît, C'est-à-dire 7 semaines de grossesse. 7 semaines de grossesse, parce qu'après, l'œuf est assez gros à expulser. On expose les femmes au risque hémorragique et puis surtout à la question de la douleur, hein, voilà. D'accord. Hem Oui, et c'est pas un médicament très enfin, c'est quand même un acte qui C'est pas demande à rester un peu chez anodin. Ouais, soi. voilà, exactement. Il D'accord. faut rester chez soi. Les femmes peuvent avoir très mal. Ça se OK. gère comme des règles douloureuses. En plus, ça peut être des moments qui sont émotionnellement assez chargés. Les femmes peuvent saigner beaucoup. Les femmes peuvent avoir des hémorragies qui supposent un retour à l'hôpital. D'accord. Bon, donc c'est quelque chose qui est quand même très bordé. Qui doit être très suivi. Exactement. Quand c'est plus tardif ou que les symptômes sont vraiment très importants avec des hémorragies très importantes, bloc À ce opératoire? moment-ci, c'est le bloc Mmh. opératoire et on fait ce qu'on appelle une aspiration sous anesthésie générale et ça se passe en hôpital de jour. Donc, c'est pas des anesthésies profondes, ce ne sont pas des interventions qui durent longtemps et donc les patientes peuvent rentrer le matin et sortir l'après-midi même. Plus tard, on l'a dit, au-delà de 4 mois et demi de grossesse, dont on n'en est pas encore parlé. Au-delà de 4 mois et demi de grossesse, quand le bébé est mort in utero, donc on appelle ça comme ça, on parle de deuil périnatal. Et là, il faut se préparer à un véritable accouchement. C'est très compliqué, dans l'esprit de quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Comment ça se passe? Parce que c'est en fait un véritable accouchement, mais Ouais. d'un bébé qui est mort. On endort la maman, enfin, comment ça se passe? Alors, ça se passe que, effectivement, quand on est, sur des grossesses arrêtées à des termes plus tardifs, on choisit de ne pas faire d'aspiration parce que ça abîme, le col. Il faut dilater le col de l'utérus et on risque aussi de perforation utérine à faire des manœuvres. Et donc là, du coup, ce qui se présente, c'est que on propose aux femmes et quasi même on leur impose, hein, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, ça suppose que nous, on propose quand même beaucoup de sécurité psychique parce qu'effectivement, ces mamans à qui on diagnostique que le bébé est mort dans leur ventre, on leur propose de rentrer à l'hôpital, de bénéficier d'une prise d'un premier médicament qui s'appelle la mifégine pour préparer le col. Pendant 48 heures, on laisse ça tranquille et au bout de 48 heures, on déclenche les femmes en posant à l'intérieur du col ou pas, ça dépend des équipes, ce qu'on appelle des dilapants, c'est des petites tiges qui se dilatent pendant 12 heures. Puis le lendemain, on déclenche l'accouchement en fonction du terme, soit avec des prostaglandines, comme on en a parlé tout à l'heure, soit avec de l'ocytocine pour les termes qui sont encore plus tardifs quand les femmes sont enceintes de bébés de 6, 7, 8, 9 mois. Et à ce moment-ci, c'est en effet à un véritable accouchement que nous procédons. Et les patientes, on leur propose toujours de bénéficier d'une péridurale parce que vous voyez bien que ça dure assez longtemps Bien toutes ces sûr. manœuvres et que les douleurs peuvent être particulièrement intenses Tout ça pour avoir un bébé qui est mort. qui est mort à la fin. Et donc, il s'agit que les équipes soient très formées, que les équipes soient très contenantes. Il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Et il s'agit aussi que le coparent soit soutenu. Et il s'agit aussi que la fratrie, si elle existe, si ce n'est pas un premier enfant, soit très soutenue. Parce que maintenant, vu le niveau d'éducation des enfants et vu leur niveau de connaissance, eh bien, la plupart du temps, même petits, les enfants sont au courant que Bien sûr. maman, elle attend un petit frère, une petite sœur. Et donc là, il y a un énorme travail autour de ces questions, mais que nous ne faisons pas pour les grossesses qui sont arrêtées précocement. D'accord. Et autre question qui était importante, parce que c'est une question que posaient beaucoup les parents quand le bébé naissait mort, de savoir s'il avait le droit à une existence finalement Oui, reconnue. Après, 22 semaines d'aménorrhée, donc 20 semaines de grossesse, le bébé est déclaré à l'état civil? exactement.
Donc hein, il est sur le et su il figure sur le livret de famille, famille. il est nommé, prénommé et il peut bénéficier d'obsèques aussi à la demande de ses parents. Et avant, est-ce qu'il existe ce bébé quelque part? Hein, quand Et c'est alors plus précoce? maintenant, oui, la loi a changé. Donc avant, il existe, en fait, il est aussi on peut l'installer aussi, hein, le faire figurer sur le livret de famille quand la grossesse est arrêtée avant. Alors le législateur a fait ceci, c'est que, le législateur ne souhaitait pas que les grossesses issues des interruptions volontaires de grossesse puissent figurer au livret de famille D'accord, et donc on ne peut faire figurer au livret de famille les enfants issus de grossesse spontanément arrêtée que si on connaît le sexe. Voilà, d'accord, comme ça, c'est comme ça que le bien sûr. législateur a tranché. Alors on imagine bien les conséquences de cet événement, quel que soit le stade de la grossesse, hein. La fausse couche peut être un événement douloureusement vécu, d'autant donc qu'il est rarement reconnu ainsi. On en parle tout de suite. On le disait, une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche, un événement fréquent, mais qu'il ne faut pas banaliser parce qu'il peut être source de traumatisme psychologique. Où en est-on aujourd'hui de cette prise en charge? On en parle avec Amina Yamnian, gynécologue obstétricienne, auteure de Prendre soin des femmes pour en finir avec les violences gynécologiques, qui est paru chez Flammarion. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Arthur Rérol, avec à la prise de son Jean-Ghislain Mèche. J'espère que c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Dites-moi comment on dit que je rectifie. Jean Guillain, ben bien sûr que c'est Jean Guillain, enfin n'importe quoi. Et Jordan Fuentes à la vidéo, toutes mes excuses. Les fausses couches à répétition représentent un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. D'un point de vue psychologique, ces pertes répétées ont un impact significatif sur le bien-être émotionnel et la stabilité du couple, avec un risque élevé de dépression et d'anxiété pour chacun des partenaires, il ne faut pas l'oublier. Il y a une part importante de la détresse vécue par les couples faisant face à des fausses couches répétées qui résident dans la confusion, l'errance de la prise en charge. On va entendre ce que disent les femmes. Écoutez le témoignage d'Elsa dans Le téléphone sonne sur France Inter. Pour faire simple, j'ai mis plus de 3 ans et demi à avoir ma fille, avec, avant d'avoir ma fille, 7 fausses couches. Donc ça a été des fausses couches à répétition. Je tombais enceinte facilement, mais ça ne tenait pas. Et personne n'avait aucune explication à me fournir. Et on me disait gentiment, ouais, mais bon, faut pas vous inquiéter, ça viendra. Oui, bon, allez, c'est pas grave, ça marchera mieux la prochaine fois. Et sauf que quand vous avez un réel envie d'enfant, c'est lourd, c'est très très lourd. À cette fausse couche, il y a un vrai décalage, on l'entend chez cette femme, entre la parole du soignant et le vécu de la femme. Bah, c'est ce que je disais. Avant, je pratiquais cette médecine-là. J'aurais très bien pu être ce gynécologue-là. Parce que on ne nous avait jamais enseigné que l'arrêt de grossesse utile à répétition puisse être compliqué pour les femmes. Parce que je voyais mes pairs professionnels qui m'ont enseigné mon métier par ailleurs merveilleusement bien. Mais je les voyais faire ça, dire aux femmes, c'est pas grave et tout. Donc moi, je répétais gentiment, j'étais bonne élève, hein. Et sauf que en effet, quand on se met à écouter les femmes, si on accepte d'écouter Elsa, eh ben, ce qu'elle nous dit en creux, c'est qu'elle aurait peut-être eu besoin là de soutien et d'aide. Parce qu'effectivement, les femmes qui font des fausses couches à répétition, 7 avant d'avoir sa petite fille, elle a dit, vous imaginez bien qu'à chaque grossesse, elle est dans des angoisses de répétition, elle est terrorisée à l'idée que sa grossesse soit arrêtée, elle sait que sa grossesse peut s'arrêter sans symptômes, donc c'est des femmes qui passent leur temps à venir aux Bien urgences, sûr. chercher à vérifier que leur grossesse est toujours évolutive. Ce sont des femmes qui peuvent être mal reçues aux urgences parce que, en effet, on est complètement débordé au travail et que ça va bien aller comme ça, madame. Vous n'allez pas venir ici tous les jours, ça va. Mais sauf que, en effet, ces femmes ont besoin d'être absolument contenues. Donc, par exemple, à la clinique des femmes, ce qu'on a inventé comme concept, c'est ce qu'on appelle les échographies de contenance. C'est-à-dire que ce ne sont pas des échographies qui ont un intérêt médical. Simplement, plutôt que d'imposer aux femmes d'aller se promener là dans tous les services d'urgence, d'encombrer nos collègues qui ont effectivement autre chose à faire, c'est elles qui fixent le nombre de rendez-vous qu'elles veulent, D'accord. à la fréquence qui leur semble la bonne, et puis elles viennent se rassurer, vérifier que tout est bien, et voilà. Et si, hélas, on tombe sur une grossesse arrêtée, on s'en rend compte immédiatement, enfin en tout cas, maximum du grand intervalle qu'elles se sont fixées, et puis on peut les prendre en charge, et c'est l'autre concept sur lequel on va dans la clinique des femmes, c'est que on a une équipe de psychiatres qui sont formés à la périnatalité, et de psychologues qui travaillent toutes ces questions. Et on utilise des techniques de thérapie comportementale et cognitive, de MDR, d'hypnose, autour de la question du vécu traumatique. Le problème, c'est que qui effectivement n'est pas la clinique des femmes, mais quand les femmes sont suivies dans des maternités habituelles, quand elles viennent pour une fausse couche,
elles sont dans la même salle d'attente, dans les mêmes secteurs que les femmes qui sont enceintes, qui ont un gros ventre devant elles et qui sont ravies. Et ça majore cette souffrance. Et ça majore cette souffrance. La question, on a beaucoup discuté de ça parmi les professionnels. En réalité, alors moi je pense qu'à partir du moment où on peut proposer aux femmes dans ces services d'urgence, dans ces maternités, des soins qui sont humanisés et humanisants, c'est mieux que ça se passe dans les services de maternité. Parce que le choc, de toute façon, il va être ce qu'il est pour une femme. D'accueillir son bébé mort et de croiser une dame enceinte, c'est toujours mieux que de croiser cette dame enceinte sur son palier à la maison toute seule ou au supermarché ou dans la rue. Et être contenu par des équipes qui vont vous aider à passer le pas, je pense que c'est essentiel. En revanche, effectivement, si l'hospitalisation en maternité consiste ou dans un service d'urgence à ne prendre aucun soin de la dame par-delà la question technique et physique de l'affaire, c'est sûr que c'est aggraver la souffrance. Mais être prise en charge pour un bébé qui... On voit ça dans certains services où on a dit, alors là, il faut, parce que des femmes se sont plaintes, il faut épargner les femmes qui ont un bébé mort, on va quand même pas les mettre en maternité au milieu de celles qui sont en train d'allaiter et tout ça, c'est une torture. Donc, on va les mettre dans le service à côté. Alors, le service à côté, c'est au choix l'orthopédie, la chirurgie digestive. Il n'est pas dans cette compétence-là. Et voilà, il faut bien se figurer que les femmes qui se retrouvaient là avaient affaire à des professionnels de santé qui n'avaient jamais vu une femme enceinte, encore moins une femme enceinte d'un bébé mort, et que là, alors, mais c'était pire que tout. Qu'est-ce qui se passe après une fausse couche en France? Il y a un arrêt de travail qui est prévu pour la femme, pour l'homme. Alors, en France, pour l'instant, effectivement, sous la mandature de notre actuel président, on lui dit merci pour ça. Les femmes se voient bénéficier d'un arrêt de travail sans délai de carence. Et donc, ça, c'est quand même essentiel. Pour l'instant, les hommes ne sont pas embarqués dans cette affaire. Ils ne bénéficient pas d'arrêt de travail, alors que d'autres pays l'ont mis en œuvre. C'est la Belgique qui est devenue le premier pays européen à accorder un congé aux 2 parents en cas de fausse couche. Voilà, exactement. Et je pense que c'est une excellente idée et que c'est une posture qui dit en effet à quel point ce pays fait le choix que les enfants ne sont pas que l'affaire des mamans. Je crois qu'on ne peut pas, dans une société, venir, comme dans la nôtre, reprocher aux pères de ne pas être à leurs affaires, de ne pas être impliqués, si déjà, premier truc venu, en effet, ils n'ont pas de possibilité et pas d'accès à cette question. Être soutenu par son partenaire, c'est important. Être accompagné à l'hôpital, c'est important. Être en présence de son partenaire si on fait le choix d'une grossesse arrêtée à domicile, c'est tout aussi important. Et c'est très important aussi que les hommes se figurent qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une grossesse arrêtée. Voilà. Une dernière chose, la loi du 7 juillet 2023 introduit la création d'un parcours fausse couche qui sera coordonné par les agences régionales de santé, qui va associer des professionnels médicaux et psychologiques pour mieux accompagner ces femmes. Les sages-femmes pourront adresser leurs patientes à un psychologue conventionné dans le cadre du dispositif qu'on connaît, Mon Parcours Psy, et en cas de fausse couche, leur partenaire. Ça va dans le bon sens, mais c'est appliqué déjà, ça va exister, c'est réel? Alors, je pense que en tout cas, c'est prévu par la loi que ça se mette en œuvre, et après, évidemment, on a tous compris en France qu'on a des problématiques de moyens, mais encore une fois, la question, c'est de quelle société voulons-nous ? Vers quoi on veut aller et quels moyens on va décider de se donner pour le faire. Bon, après, c'est pas moi qui arbitre à ces débats-là, mais effectivement, en tout cas, la volonté législative, elle est là. Après, est-ce qu'on va réussir à le mettre en œuvre ? Je ne sais pas. Ce qui est nouveau, c'est effectivement d'essayer d'associer absolument le conjoint, le futur père, qui, en général, est bien laissé dans l'ombre. Exactement, et ça, c'est très bien. Merci infiniment. Je rappelle votre livre, vraiment passionnant, Prendre soin des femmes pour en finir avec les violences gynécologiques. C'est paru chez Flammarion. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invitée.